cours d'aujourd'hui porte sur une notion littéraire importante, l'influence littéraire. Elle présente bien évidemment des analogies avec l'intertextualité, notamment par les sources qui semblent les relier. Ce sont deux outils critiques importants dans l'interprétation du phénomène littéraire. Leur postulat de base est que tout texte littéraire peut se lire tout ensemble, comme la reprise, l'intégration, la transformation ou le déplacement d'autres textes. Le travail d'appropriation qu'elle implique peut se faire par le truchement de la citation, du plagiat, de la référence ou de l'allusion. C'est d'ailleurs une façon pour une œuvre de s'inscrire dans l'histoire de la littérature, dans un réseau de références intertextuelles. De par sa structure spongieuse, le roman en particulier intègre sous forme polyphonique une grande diversité de références, de discours, de composants linguistiques et culturels. Je ne vais pas retracer ici l'évolution de cette notion, je mettrai seulement au cœur de mon propos l'idée de dialogue ou d'interaction qui se produit à l'intérieur d'un seul texte et apporterai ensuite un éclairage du concept d'intertextualité par la notion d'influence, même si je suis conscient de leur lien distendu. Je dirais, pour nuancer cet état de fait, qu'on le veuille ou non, que l'intertextualité relève de l'influence littéraire, avouée par l'auteur et pointée par le lecteur. Car si l'intertextualité est un phénomène de réception, il n'en demeure pas moins que l'intertexte est provoqué par l'auteur lui-même. J'y reviendrai tout à l'heure en citant 2-3 exemples. Je ne reprends pas les nombreuses productions sur le sujet, ni les travaux des pionniers, comme Bakhtin, Barthes, Todorov, Kristeva, Val, Riffater, Genette ou Antoine Compagnon, qui ont non seulement clarifié la notion d'intertextualité, mais aussi et surtout levé des ambiguïtés dans lesquelles le métadiscours critique s'empêtrait jusqu'alors. Mon idée simple est que cette notion est à mettre dans le vaste paradigme de l'influence littéraire. Alors pourquoi cet intérêt pour l'influence ? Je dirais d'abord que cette notion est très ancienne, mais c'est elle qui a inspiré l'émergence, à partir des années 70 du siècle précédent, de l'intertextualité comme champ d'étude, puis renouvelé quelques années après les recherches sur l'intertextualité en les ouvrant sur des domaines et des langages variés. Car ce qui est encore plus intéressant avec la notion d'influence, c'est qu'elle ne se limite pas au seul domaine de la littérature. Elle s'étend à d'autres discours et à d'autres langages, la peinture, la musique, la philosophie, la science, la religion, comme nous le verrons dans l'illustration que je vous proposerai à la fin donc de ce cours. Ensuite, parce que la notion littéraire d'influence réaffirme l'existence de l'auteur comme sujet individuel qui s'exprime dans le texte aux côtés d'autres voix, le texte étant bien évidemment par définition polyphonique. Avec l'influence, ou grâce à l'influence qui nourrit
ces textes, le sujet ne meurt pas. Au contraire, il s'affirme comme individualité. Mais je dois préciser ici que pour ces deux notions, qui sont cousines paradigmatiques, la compétence culturelle du lecteur est sollicitée comme condition sine qua non pour rejeter l'aléatoire des analyses et permettre une étude précise des textes. Alors, quelques remarques d'ordre général pour commencer. La première est relative à l'état d'esprit qu'on peut avoir à l'égard de l'influence. Car les attitudes face à l'influence humaine, je dois le préciser d'emblée, peuvent être divergentes. Devrait-on avoir peur de l'influence ou au contraire s'en réjouir et s'en nourrir? C'est la question qui revient très souvent. Il importe de rappeler d'abord que l'influence, naturelle en tout cas, est inévitable. Nous y sommes en permanence exposés. Pour notre grand bien-être physique, psychologique, intellectuel, la nature exerce sur nous des influences nombreuses et somme toute fort bénéfiques. Les éléments de la nature nous détoxifient, nous fortifient, nous exaltent. Un souffle, une brise, la lumière éclatante du ciel, les rayons du soleil, la fraîcheur de l'ombre, les caresses de l'eau, tout le monde convient des effets salutaires de la nature sur notre vie, sur l'état de santé de notre mental aussi. Alors si les influences de la nature ne soulèvent a priori aucune résistance, aucune opposition, les influences humaines, tout autant inévitables, divisent et les états d'esprit à leur sujet varient entre la confiance et la défiance. Au sujet des influences que les œuvres des hommes exercent sur les hommes, force est de constater d'abord qu'elles sont effectivement inéluctables. Il est presque impossible d'y échapper. Il semblerait que ce soit les hommes les plus solitaires, les plus préservés, qui en subissent le plus d'impact. Car en s'isolant, ils limitent le nombre d'influences. Mais celles qui leur parviennent, malgré tout, les changent considérablement. Alors sans nier leur probable impact positif, nous pouvons aussi en deviner le danger potentiel. Je puise l'explication que je peux en donner dans l'article d'André Gide intitulé « De l'influence en littérature », où le distinguo est fait entre deux classes d'influence. D'abord, les influences communes qui agissent sur le groupe et réduisent l'individu au type commun. Le deuxième type, ce sont donc les influences particulières qui touchent et agissent sur l'individu pour le distinguer et donc forcément l'opposer à la communauté. Les premières, c'est-à-dire les influences communes, sont favorisées par la prédisposition au conformisme et le déterminisme. Les secondes, les influences particulières, sont encouragées par l'esprit rebelle et la désobéissance. D'abord, une question qui peut paraître naïve, d'où vient l'influence? Et une réponse qui le semble tout autant, de l'impossibilité de tout inventer par soi et pour soi tout seul. On invente, c'est archi connu, avec le concours des autres et pour les autres. Par ces influences particulières qui agissent sur l'être pour en faire un sujet autonome,
un réseau d'affinités se tisse entre des individus autour de ce qu'ils ont de spécifique. Ce réseau fonde à la longue une nouvelle famille dont les liens sont basés sur des affinités, des parentés intellectuelles. Du coup, les frontières spatiales et temporelles s'estompent. C'est ce qui fait que les affinités traversent les frontières et les époques. Elles ne tiennent pas compte des différences secondaires ni des conditions qui distinguent, de sexe, de fortune, de confession ou de race. C'est une évidence qu'il est bon de rappeler, avant de prétendre aller loin. On n'est plus le même quand on a rencontré des personnes, quand on a lu des œuvres, quand on a visité des lieux. Il est à ce propos, et dans le même sillage, des textes très puissants qui nous changent. Puissants car ils disposent d'une force d'infiltration dans le sanctuaire réservé de l'esprit. Ils descendent en quelque sorte en nous, nous habitent, font peau commune avec nous. Cette puissance, on peut l'expliquer par la capacité à nous révéler une vérité sur nous-mêmes, à nous faire connaître à nous-mêmes. Celui qui m'influence est donc celui qui forcément me ressemble, me sonde, me comprend et m'explique qui je suis. Donc il agit sur moi comme un miroir qui me renvoie ma propre image, mais une image cachée, une image enfuie, une image dormante, une image cachée, une image enfuie, une image dormante que je découvre avec étonnement, car jusqu'ici, de moi ignoré. Mais qu'on ne se méprenne pas. Cela n'est pas le savoir entendu comme ensemble de connaissances acquises par l'étude, le travail, de savoir cumulé, instrumental, ce savoir qui est important, certes, mais qui représente une richesse, mais une richesse toutefois encombrante. Alors ce dont il est question ici, c'est d'intime connaissance. L'écrivain me fournit en quelque sorte les moyens de me découvrir, de me connaître moi-même par moi. Pourtant, les gens, beaucoup de gens, on va dire, craignent les influences humaines, comme si se laisser marquer et influencer par les autres pouvait attenter à l'intégrité de la personnalité, de la personne et de la personnalité. Il semblerait vrai que plus une personnalité est faible, c'est-à-dire dont les ressources intérieures sont pauvres, plus elle repousse les influences. Celui finalement qui craint les influences fait le piètre aveu de la pauvreté de son âme. On aurait donc peur de perdre notre personnalité, peur de nous laisser impressionner par les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se barricade, on se protège, on ferme la porte de son esprit, on colmate l'infime fente par où puisse pénétrer la lumière. On ignore ou on oublie, c'est selon, que la personnalité des grands hommes est faite de leur incompréhension. Qu'est-ce qu'un grand homme? Ce qui définit un grand homme, c'est son souci de devenir le plus humain possible. C'est-à-dire, dans le raisonnement de beaucoup de penseurs et d'écrivains, dont Goethe, Maxime Gorky, André Gide, devenir le plus banal de tous, devenir le plus humain possible, c'est finalement devenir le plus banal de tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le grand esprit
ne se refuse aucune richesse. Il se nourrit de toutes les richesses indéfiniment et il est constamment travaillé par une fureur aimante qui le pousse à découvrir toutes les littératures et à s'en nourrir. C'est ainsi seulement, et aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, qu'en même temps qu'on construit un fond commun, on devient personnel. Ce n'est en effet pas contradictoire, dans le sens où les sujets, on peut très bien les emprunter pour en faire des espèces d'embryons, des graines qu'on sème et ensemence pour en former plus tard une œuvre personnelle. Les idées ou les sujets sont, comme le soutient Alfred de Vigny dans le journal d'un poète, ce sont des germes qui tombent dans ne sait où, dans notre esprit, et ce n'est vraiment pas obligatoire qu'ils soient de notre cru, de notre création. Cela dépasse aussi l'échelle de la personne pour concerner les sociétés, les cultures et les civilisations. Il est une vérité historique, difficile à réfuter. Les époques de création les plus fécondes sont les époques les plus influencées, les plus mêlées, dirait Montaigne. Nous n'avons qu'à relire l'histoire des différentes renaissances culturelles que le monde a connues pour nous en convaincre. L'une des leçons à tirer de l'histoire des hommes qui nous ont précédés, c'est justement que si nous avons aujourd'hui du mal à construire une grande idée, ou encore à nous organiser en mouvement ou en école, à créer une nouvelle théorie, c'est d'abord parce qu'il faut plusieurs grands hommes pour exprimer une grande idée. Et peut-être aussi parce que nous sommes obnubilés par le triomphe personnel, par la gloire individuelle. Une place à se faire en jouant des coudes, une reconnaissance et des honneurs à arracher. Nous nous attachons aux petites croyances particulières. Le grand esprit, lui, est sûr de sa richesse, mais il ne s'en contente pas, il va lui greffer d'autres richesses, indéfiniment. C'est ainsi que le grand esprit va très loin et mène les autres plus loin qu'ils ne peuvent aller par eux-mêmes. Et en cela, il est donc influenceur, c'est-à-dire qu'il permet à tous les autres d'échanger leurs richesses les uns avec les autres et de s'en fortifier. Todorov, en estimant que la littérature est du vieux reforgé, rappelle peut-être que la littérature est aussi faite d'imitations créatives. Dans Prétexte déjà, Gide développe la même idée, à savoir que l'imitation n'est pas négative, elle aurait même quelque chose d'à la fois constructif et original. La valeur d'un esprit est mesurable au retentissement de ses idées. Le retentissement est à entendre ici dans le sens de résonance, d'écho, de l'extraordinaire capacité d'une œuvre et d'une pensée à être présente à l'esprit d'un nombre non négligeable d'autres esprits, et ce le plus longtemps possible, et si intensément que beaucoup d'œuvres en dérivent. L'idée de l'autre sert de déclic donc et de réveil. C'est en cela qu'un grand esprit est non seulement influenceur, mais aussi éveilleur. C'est là sa lourde responsabilité. Alors j'ai envie de citer ici à ce sujet Nietzsche, qui dit qu'un grand homme n'a pas seulement son esprit, mais aussi celui de tous ses amis. Fin de citation.
Alors je voulais par cette parenthèse vous sensibiliser à l'importance de l'influence, des apports d'ici et d'ailleurs. Chacun tente de faire une espèce de mosaïque harmonieuse et équilibrée. Les artistes sont le génial produit de l'hybridation. Ce qui fait la richesse d'une littérature, c'est de tout temps une heureuse jonction, un heureux croisement, si vous voulez, de contributions positives. C'est pourquoi les écrivains établissent un dialogue entre leurs propres œuvres et des écrits d'autres auteurs, ou d'autres discours, ou d'autres langages. Ce dialogue devient une partie intégrante de leur texte, une des normes mêmes de l'œuvre. J'enchaîne maintenant avec d'autres exemples pour préciser le lieu de rencontre, justement, entre l'intertextualité et l'influence. Notions qui permettent, entre autres, de dégager ce que Julia Kristeva a appelé des idéologèmes, c'est-à-dire des idéologèmes du texte, c'est-à-dire ce qui rattache un texte à d'autres discours dans une espèce de coprésence, dans une relation de coprésence. Alors rapidement, j'évoque dans un premier temps Les Misérables de Victor Hugo. Son esthétique est en effet imprégnée du recours massif et récurrent à l'intertexte, et ce n'est pas un ornement poétique. C'est une nécessité à la fois esthétique et idéologique. Je me contente ici, faute de temps, du seul intertexte religieux biblique dans Les Misérables. L'histoire de Jean Valjean, comme vous savez, peut se lire en effet comme une espèce de trajectoire jalonnée de références à l'Évangile. Ces références accompagnent en sourdine l'itinéraire du personnage. Notons à ce propos que Hugo alterne en quelque sorte l'emprunt discret et parodique et l'affichage explicite, manifeste des références, et ce jusque dans les titres et les épigraphes. C'est une façon pour le romancier de mettre en confrontation toutes les lectures possibles de l'Évangile et les réalités de la misère humaine, pour justement souligner, in fine, la disparition de toute vérité transcendante et hisser par là même la littérature au rang d'autorité. Le deuxième exemple, c'est Gide et les liens de ressemblance entre son œuvre et les œuvres des écrivains qui l'ont influencé. Je citais tout à l'heure Goethe, j'ajouterai Stevenson, Gorky et Dostoïevski. Là encore, je dois faire un choix. Je me contente de l'influence russe, notamment Dostoïevski, à qui il emprunte, entre autres, l'inconséquence pour forger ce qu'il va appeler l'acte gratuit, mais aussi le diable pour dénoncer l'excès de raison, mais surtout l'idée d'individualisme qu'il va rattacher au cosmopolitisme, car situé aux antipodes de l'égoïsme et de l'égocentrisme, comme l'est à juste titre le cosmopolitisme à l'internationalisme. Le cosmopolitisme, c'est une espèce de curiosité pour les ressemblances qui permettent de cultiver la différence. Alors en tant que tel, le cosmopolitisme enrichit et renforce sans effacer les singularités. L'authenticité de chacun s'en trouve bien sûr intacte. Cette influence transparaissait déjà clairement dans les caves du Vatican, dans l'intertexte avec Crime et châtiment de Dostoïevski est plus qu'évident. Les similitudes sont en effet faciles à relever entre les intrigues de Raskolnikov et Lafcadio. Passons maintenant à une autre idée
l'intertexte qui se manifeste aussi dans les allusions lectorales. Si on prenait le seul exemple de l'immoraliste, pour rester dans le cas de Gide, le héros narrateur est un grand lecteur, notamment d'Homère, de Théocrite, de la Bible. Mais Nietzsche est aussi présent, notamment dans le titre frondeur, l'immoraliste, et dans cette référence implicite à Dionysos, que le philosophe allemand considère, notamment dans La naissance de la tragédie, comme le symbole du pouvoir libérateur. Le héros narrateur se donne à lire aussi comme un intertexte. Il est lui-même intertexte, mais il refuse la pluralité de sa nature. Le personnage est d'autre part également porté vers des mythes païens par ses allusions à Homère et à Théocrite. La référence à l'Odyssée l'apparente à Ulysse au seuil de l'aventure et condamne par là même Marceline, son épouse, au rôle de Pénélope. Son erreur, l'erreur du narrateur dans le livre, est de croire que le palimpseste recèle un seul texte. Une fois le paradis perdu, il ne peut être retrouvé. Michel est conscient que le roman du bonheur ne s'écrit pas tout simplement, que le seul sujet de l'écriture est sa propre déchéance. Et là encore une fois, la mémoire culturelle, la compétence culturelle d'un lecteur avisé peut entendre ici l'écho de Mallarmé et de Stendhal. Alors il ressort de ces quelques exemples que les influences multiples transparaissent dans l'intertexte qui établit un dialogue à distance entre différents textes, différents langages, différents discours. Les liens entre l'intertextualité et l'influence suscitent toujours autant d'intérêt. C'est pourquoi elles ne cessent d'être réinterrogées, redéfinies, par rapport notamment à ce que Genette a appelé l'architexte, à la réécriture, à la réécriture, aux théories de la réception aussi. Alors je terminerai, histoire de montrer concrètement l'importance donc des influences, et je vais rester dans l'exemple des influences russes que je viens de développer. Alors ces influences russes, par exemple, se sont élargies au roman français de la première moitié du XXe siècle en lui permettant justement de se renouveler après une période de crise durable qui a pointé le nez dès la fin donc du XIXe siècle. Si vous voulez, ce renouvellement va se faire d'abord par la variation des points de vue qui mène à une espèce de relativité généralisée, par la présentation indirecte des événements qui permet leur description à travers les faits ou l'impact qu'ils produisent, par l'insertion du diable, du démon, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui apporte une dimension fantastique à la psychologie des personnages et symbolise bien sûr les grands dérèglements, les grands bouleversements, les métamorphoses internes qui poussent à l'audace. Et je terminerai par un dernier rapport, celui de la technique de la mise en abîme, qui n'est pas une complication gratuite de la structure du roman, mais plutôt une exigence intérieure et mentale de l'écrivain aux prises avec sa complexité psychologique, intellectuelle, et qui permet donc un jeu dialectique entre le moi et l'autre et modifie sensiblement le roman, tendu entre la représentation de son monde fictif et la réflexion sur sa genèse et les modalités
de fabrication romanesque. Chers étudiants, je vous remercie de votre attention. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre séance.